Il nous reste environ 15 minutes pour cette dernière partie, le génie culturel. Connu pour avoir accueilli et inspiré l'avant-garde artistique et culturelle entre le 19e et le 20e siècle, notamment les impressionnistes, Paris est désormais plutôt perçu comme une ville musée. Alors, d'où cette question, le génie culturel français, Michel Onfray, est-ce qu'il a laissé passer le train de l'avant-garde pour n'être plus qu'une icône figée dans un certain classicisme aujourd'hui? Mais l'avant-garde, c'est la France, c'est Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp, c'est d'abord un Normand, un Haut-Normand. Il faudrait que j'aille vite, je vais essayer de le faire, mais il y a un moment donné où vous avez parlé de l'impressionnisme. Il y a un moment donné où quelqu'un arrive en disant, voilà, regardez, moi j'ai inventé un truc, ça s'appelle la photographie. Et d'un seul coup, vous faites une photo, vous tirez une plaque et vous avez la représentation extrêmement fidèle de la réalité. C'est-à-dire que la peinture ne peut plus faire ce que la photographie va faire. Il n'y a que Ingres pour pouvoir continuer à dire mais moi je continue et je vais représenter la réalité fidèlement, etc. Si ce que fait la photo, vous n'allez plus le faire parce que vous êtes un peintre, qu'est-ce qui vous reste ? Il vous reste la possibilité de peindre les effets de la lumière. Photographie, étymologiquement, c'est l'écriture de la lumière. Les impressionnistes font ça aussi, ils écrivent la lumière. C'est-à-dire, on dit, ils peignent évidemment, par exemple, la façade de la cathédrale de Rouen, mais c'est pas ça qu'ils peignent. Accessoirement, c'est la façade de la cathédrale de Rouen, mais sur cette façade, c'est les effets de la lumière à des moments de la journée différents, etc. Même chose avec des meules de foin. Je me répète parce que les gens savent pas tous que les meules se fait avec du foin, donc c'est un pléonasme. Des meules. Et on dit, mais ils ont peint des meules, etc. Mais pas du tout, ils ont peint des effets. Il se moque de moi, je le sens bien. Non, des effets. De nous tous. Les violets, les bleus, les verts, on se dit mais jamais il y a ça sur une meule de foin. Simplement, moi qui les ai vus et qui les connais en campagne, je vois bien sûr que si. Donc il y a un moment donné où on fait disparaître le sujet et ce qui est important, c'est la lumière. Il y a un moment donné où, regardez les nymphéas de Monet, si on ne vous dit pas que ce sont des nymphéas, vous n'êtes pas obligé de savoir que ce sont. Simplement, vous avez un travail sur la lumière, vous avez un travail sur les couleurs, etc. Donc raréfaction du sujet, puis raréfaction de la lumière. Donc il y a un moment donné où ce qui vous intéresse, c'est le geste. Donc vous allez inventer la peinture figurative. Les Georges Mathieu, un petit peu plus tard, ou autres, mais les Hans Hartung ou autres qui sont capables de dire ce qui est important, c'est le geste parce qu'on magnifie une énergie, etc. Si vous voulez aller dans le sens de l'histoire, qui est dans le sens de la raréfaction et du nihilisme, c'est ce vers quoi nous allons. Vous avez des gens qui disent, mais on n'a même plus besoin de, ces supports surface par exemple, on n'a plus besoin de cadre. La peinture, elle va au-delà de la peinture, etc. Je vais vite, mais il y a quelqu'un qui, à un moment donné, fait un coup d'état esthétique, c'est Marcel Duchamp, et qui, à un moment donné, invente ce qu'il appelle le ready-made, je dirais le préfait, le préfabriqué, si vous voulez. Il va chercher un séchoir à bouteilles, il prend une pissotière, et il dit cet objet qui a été fabriqué, préfabriqué, fabriqué avant moi, ça devient un objet d'art si j'ai décidé que c'en était un. Il signe R.mut, etc. Et il dit je présente ça dans un musée. Alors il y a des gens qui disent n'importe quoi. Puis il y a des gens qui disent quand Léonard de Vinci disait la peinture est une cosa mentale, et c'est une chose mentale, eh bien moi aussi, Marcel Duchamp, je vous dis que l'art, c'est une chose mentale. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est la démarche. Il ouvre les perspectives de l'art contemporain. C'est extraordinaire. Il rend tout possible. Tout est susceptible de devenir support. Des toilettes, bien sûr, mais la poussière. Il fait des élevages de poussière. Fini l'or, fini, etc. Juste deux mots pour dire que donc c'est nous, en France, qui inventons l'art contemporain, mais c'est l'Amérique qui récupère le marché de l'art contemporain. Et ça, avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a plein d'artistes, d'abord, ils sont juifs et ils craignent pour leur vie et leur peau, ils ont bien raison, ils s'en vont, mais il y en a d'autres aussi qui veulent être tranquilles ou peinards, du genre André Breton, par exemple, mais Duchamp y va aussi, et à un moment donné, quand vous avez gagné la guerre, vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, vous avez les galeries. Donc d'un seul coup, c'est vous qui allez faire le marché de l'art contemporain. C'est nous qui inventons Duchamp en France, mais à partir de Duchamp, le duchampisme, il devient américain simplement parce que les Américains ont l'argent et qu'ils peuvent fabriquer les cotes. Si vous dites cette pissotière, ça ne vaut rien du tout, eh bien elle ne vaut rien du tout. Mais si vous dites, oh, mais moi je mets 3 millions d'euros dans cette pissotière, elle vaut. C'est la question fiduciaire, la question de l'art contemporain. C'est j'y crois ou je n'y crois pas. Moi, j'ai une peinture contemporaine chez moi, par exemple, et j'avais un copain d'école qui faisait des travaux chez moi. Dernier mot, quand même. Et il y a un copain qui lui dit, mais tu voudrais avoir ça chez toi? Et l'autre, il dit, parle pas de malheur. Donc, cette idée, effectivement, qu'on peut acheter une toile d'art contemporain pendant que d'autres diraient, mais je ne voudrais surtout pas avoir une chose comme ça chez moi, suppose qu'on puisse mettre en perspective l'œuvre d'art et le marché. Mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que ça a été le cas avec les rois, avec les princes, avec les gens qui avaient de l'argent. On a le temps encore de discuter là-dessus. Éric Zemmour, votre regard. J'écoute et je me méfie beaucoup de cette explication. Et je vais vous dire pourquoi. Non pas qu'elle soit fausse au départ, c'est-à-dire ce que vous avez dit de la photographie qui va effectivement troubler
les peintres, puisqu'ils ne pourront plus peindre le plus près possible de la réalité. Enfin, ça va devenir inutile, entre guillemets, puisque la photo le fait. On aura d'ailleurs le même problème avec l'invention du cinéma par rapport à la littérature. Céline a écrit des pages là-dessus, etc. Donc, et pourtant, on continue à écrire. Pourquoi je me méfie de cette explication? Parce que, même si elle est partiellement vraie, elle légitime justement tout ce que vous avez dit après sur l'art conceptuel, le Duchamp, etc. Or, moi, je pense que ce n'est pas lié à cela. C'est-à-dire qu'il y a une volonté révolutionnaire de casser le culte du beau, la conception du beau traditionnel de la culture gréco-romaine. Il y a une volonté proprement révolutionnaire au sens bolchevique. D'ailleurs, vous avez dit très justement, les Français inventent l'art moderne, impressionnisme, Duchamp, etc. Mais ce sont les Soviétiques qui, à partir de 17, commencent à l'imposer, avant le grand retournement de Staline, qui reviendra à un art plus classique. Donc, c'est une volonté révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a dans la volonté de tous ces artistes et de tous les enfants de Duchamp de casser la culture traditionnelle du beau et d'imposer leur propre subjectivité et de dire, comme vous l'avez très bien dit, ah ben ça, ce bidet ou ce n'importe quoi, c'est de l'art, et donc je décide que c'est de l'art. Et en vérité, c'est la fin du beau. Et pour moi, c'est la fin de l'art. C'est-à-dire que s'il faut un discours... Non mais s'il faut... Oui, je sais bien, mais... Fin de l'art, oui, mais fin du beau. Mais oui. Donc, pour moi, l'art, c'est uniquement la quête du beau. Non. La quête du beau, la quête du suprême par le beau. Je comprends que vous le pensiez. Mais attendez, je finis. Il termine ensuite, je finis. 2 minutes. On a le temps. Parce qu'aujourd'hui... Alors, après vous avez raison, je voudrais simplement compléter, quand vous dites les Américains nous ont piqué cette place, c'est volontaire. J'ai lu récemment un livre d'Aude Kéros que j'ai cité déjà ici, qui explique très bien comment c'est la CIA, délibérément, qui a favorisé l'art conceptuel, à la fois pour attirer les artistes d'avant-garde qui étaient tous de gauche, beaucoup juifs, mais pas seulement, mais tous de gauche, qui étaient désappointés par le retour au classicisme de Staline, et évidemment pour permettre à New York de supplanter Paris. Et aujourd'hui, nous avons New York comme centre de cet art contemporain. Quand vous dites c'est l'artiste qui décide que c'est de l'art, mais en fait c'est une convention. En vérité, qui décide que c'est de l'art? Ce sont les musées. Les musées, parce que imaginez une bombe... Ce sont ceux qui payent. Attendez, non. Bien sûr que si. Attendez. C'était les rois, les princes, les riches, les milliardaires, etc. Aujourd'hui, ce sont les milliardaires. Mais sauf que non, les musées servent de caution. Oui. Si les musées... Imaginez une bombe... Ils marchent avec les galeristes et avec les milliardaires. Oui, absolument. Il y a tout un écosystème. Imaginez une bombe sur le Louvre. On sortirait votre bidet de Duchamp... Et les gens diraient, mais c'est pas de l'art du tout. C'est uniquement le Louvre qui donne sa caution. C'est comme le fait d'autoriser les horreurs contemporaines à Versailles. C'est Versailles qui donne sa caution. C'est-à-dire que c'est Louis XIV et le nôtre qui donnent leur caution à ces gens qui ne font que de l'argent. Donc pour moi, ce n'est pas de l'art, c'est de la spéculation. C'est de la politique, pour casser les concepts traditionnels, et 2, c'est maintenant aujourd'hui de l'argent. C'est de la politique et de l'argent, de la subversion idéologique et de l'argent. Et d'ailleurs, et vous verrez dans les années qui viennent, parce que c'est ce que j'ai compris de mes lectures, c'est qu'il y a une rébellion contre cet art conceptuel qui est assimilé aux États-Unis, puisqu'ils ont gagné la bataille. Non pas une rébellion des Français, parce que le ministère de la Culture est composé de gens soumis qui vont chercher à New York l'autorisation d'acheter des œuvres que leur désignent les maîtres américains, mais la Chine et la Russie. Et par exemple, la Chine, qui est très férue de peinture classique, vous voyez, et qui se fout de notre argument sur la photo. Ils aiment la peinture figurative, et ils ont décidé, et les Russes pareil, de remettre au goût du jour la peinture classique et figurative. Donc pour une raison bien simple, c'est que c'est la mafia, c'est-à-dire la bourgeoisie soviétique à qui on a refilé les usines à une époque. Ce sont des gens totalement incultes que moi je vois boire de temps en temps du Coca-Cola avec du Pétrus et qui achètent parce que ça coûte cher et que ça permet de mettre ça dans les nombreuses villas qu'on possède. Vous voulez dire l'art contemporain ?
Non, le marché mondial avec les Il n'y a pas que les Russes, les Français aussi sont là. La mafia chinoise. Mais les Français aussi, les grands milliardaires français, etc. C'est du blanchiment d'argent, là on est d'accord. Oui, fin de l'art, fin du beau, et est-ce que le beau est lié à l'art est lié au beau? Et moi je pense qu'Éric continue dans l'essentialisation et que cette idée que l'art aurait toujours entretenu une relation avec le beau est une idée fausse. Je pense que si on avait interviewé quelqu'un qui faisait les peintures de Lascaux, il n'aurait jamais parlé de beau. Jamais. Moi, je collectionne un peu l'art africain. Si vous demandez... Mais c'est pas. Attendez, mais c'est pas de l'art. Attendez, bien sûr que si, c'est de l'art. Non. Vous rigolez ou quoi? C'est nous qui avons décidé que c'était de l'art. Pour eux, c'est pas de l'art. Léonard de Vinci, c'est pareil, c'est nous qui avons décidé. Mais bien sûr que si. Alors, juste dire que le beau, c'est très récent. Et ça a duré pas longtemps. Mais bien sûr que si. Le beau, c'est le XVIIIe siècle. C'est Baumgarten qui invente le concept d'esthétique. Lisez la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant. Il réfléchit très précisément sur le beau. Et c'est lui qui universalise le concept en disant le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. Avant ça, quand quelqu'un, par exemple, figure une Madone, il fait pas quelque chose de beau. Il s'en fout du beau. Il fait quelque chose d'édifiant. Mais bien sûr que si. Il fait quelque chose d'édifiant, mais qui doit être beau. Non, pas du tout. Il n'a pas le souci du beau. Mais si, parce que c'est édifiant, parce que c'est beau. La rareté, par exemple, de l'or fait que on a de l'utilisation de l'or, par exemple, dans les peintures. Vous allez me dire que les Grecs anciens n'ont pas le sens du beau et qu'ils n'ont pas les canons, les statues. J'ai pas dit ça. Attendez, j'ai pas dit ça, mais j'ai pas dit pour autant qu'ils avaient le désir du beau. J'ai dit que, je n'ai pas dit, mais je vais le dire, effectivement, il y a dans la statuaire grecque et dans la statuaire romaine deux options qui sont complètement différentes. D'abord, il ne faut pas oublier que ces statues étaient peintes. Peintes. Nous les voyons blanches aujourd'hui, elles n'ont jamais été blanches. C'est la même chose avec les cathédrales. Comme les cathédrales, d'accord. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un moment de grâce dans la vie où vous avez un beau corps. C'est le moment de l'adolescence, et joli corps de femme, joli corps de garçon. Après, ça s'en va. Que font les Grecs? Ils saisissent cette grâce. Ils saisissent cette grâce parce que c'est une façon pour eux de saisir la psyché, l'âme, le psyché, c'est le papillon, en disant c'est ça qui est notre souci. C'est pas le beau. Si vous allez voir la statuaire, vous jouez sur les mots, Michel. Mais pas du tout. Si vous allez voir chez les Romains, je préfère la statuaire romaine que tout le monde déteste d'ailleurs, parce que si vous l'imaginez peinte, et vous allez dans la galerie du Musée national romain, eh bien vous voyez que il y a des gens qui sont chauves, il y a des gens qui ont un petit bouton sur le nez, il y a des gens qui ont un double menton, il y a des gens qui ont leur âge, quoi. Et vous les peignez, vous avez quoi? Vous avez une présence réelle. De la même manière que les Grecs se soucient de la grâce et de la saisie de l'éternité dans une forme qui sera par exemple une sculpture, rien à voir avec le beau, eh bien vous avez les Romains qui vous disent ce qui a existé, nous le figurons comme ça dans sa réalité et dans sa vérité. C'est-à-dire qu'il y ait un rapport à quelque chose qui sera la grâce, par exemple pour les Grecs, et le temps pour les Romains, n'a rien à voir avec le concept de beau. Mais s'il n'y avait pas de rapport avec le concept du beau, pourquoi se serait-on révolté contre ce concept du beau? C'est qu'il y avait bien une histoire du beau. Qui se révolte? À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on se révolte contre ça, parce que je vous dis, c'est une révolte politique. Comme on se révolte contre l'État, comme on se révolte contre la guerre, tout ça est lié. Comme on se révolte contre la nation, comme on se révolte contre tous ces concepts, la famille, etc. Tout ça est lié dans une révolte subversive et d'extrême gauche. Non. Mais si, bien sûr, c'est lié. Il y a une révolte. Les impressionnistes d'extrême gauche. Enfin, non, mais pas les impressionnistes. À partir de Duchamp. Mais oui, tout ça, c'est l'extrême gauche. La preuve. Quand il part aux États-Unis, j'ai dit tout à l'heure qu'il partait aux États-Unis. Il emmène 2 livres. Il emmène Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche et il emmène L'unique et sa propriété de Stirner. Eh ben, ce sont les deux modèles. Le fait même de dire théorique et philosophique de le fait Stirner, même de dire que c'est l'artiste qui décide de ce qu'est de l'art, c'est une subversion par rapport au canon qu'on appelle bourgeois, etc. C'est pour ça que je parle d'extrême gauche. Non, mais révolutionnaire, si vous voulez. Oui, mais non. Enfin, le concept d'extrême gauche ne peut pas fonctionner. Non, si vous voulez. Avec mais des ce que je veux dire, la preuve, c'est que je vous dis, c'est les soviétiques qui le prennent à leur compte au départ, dès la révolution de 17. Oui. Donc, vous voyez, il y a quand même des accointances. Alors, dernière question, messieurs. Est-ce qu'il y a un goût français, un style français? Oui. Ah oui. Alors. Par exemple, la musique. C'est-à-dire que vous apercevez qu'à l'oreille, vous êtes capable de distinguer une musique allemande, autrichienne, germanique, et puis une musique française. On est dans des célébrations de Beethoven. Beethoven ne peut pas être français. Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Par exemple, Debussy, Ravel sont très emblématiques, mais des gens dont on parle peu. Vincent d'Indy, Le Flem, etc., ou Fauré, dont on parle un peu plus. Mais regardez, même Boulez. Moi, j'aime beaucoup Boulez. Les gens parlent de Boulez sans l'avoir écouté.
écouté sans l'avoir entendu. Ben oui. Dites-moi quelles œuvres de Boulez vous n'aimez pas. Je ne connais pas bien, honnêtement, Voilà. mais je Oui. m'étonne. Non, mais je reconnais. C'est pour ça que c'est un test. J'ai été un peu, que- vous voyez... Non, mais quand on dit je n'aime pas Boulez, on doit dire, bah, par exemple, Oui, c'est vrai, vous avez raison. la première Vous avez sonate, raison. je n'aime pas beaucoup. Mais Vous avez raison, je Rituel, connais pas Message esquisse, ça me plaît un peu plus, etc. Moi, j'ai écouté l'œuvre complète, c'est pas compliqué, c'est 3 heures de musique, hein, la musique de Boulez, c'est pas beaucoup. Ou les Luc Ferry ou les André Comte-Sponville qui nous disent c'est pas de la musique, ça ne se siffle pas sous la douche. Je veux bien que le concept de sifflage sous la douche soit l'occasion de dire qui est un artiste, qui ne l'est pas. Moi, j'aime beaucoup Boulez. Mais il y a un moment donné où c'est le dodécaphonisme, où c'est de la musique idéologique, etc. Voilà. Mais C'est ce que je connais, moi, et alors vraiment, c'est oui, pas... mais c'est le titre, hein, Voilà, des exactement. caricatures. Il y a très peu de musique de Boulez qui sont Rituel, Message esquisse, ce sont des grandes œuvres. Je dirais pas le marteau sans maître, parce que bon, etc. Mais prenez Dutilleux, qui a été un monsieur discret qu'on a beaucoup moins vu. Formidable la musique de Dutilleux. Alors, c'est quoi la spécificité de la musique française? Je dirais de Rameau à Dutilleux, ou à mon ami Éric Tanguy, qui est compositeur aujourd'hui, ou à Pascal Dussapin, ou à d'autres. Ils sont nombreux, les compositeurs français. On n'en parle pas beaucoup, hein, hélas. C'est la ligne claire. C'est comme en philosophie. C'est-à-dire, il y a une ligne claire, il y a une espèce de rapport au silence. Je dirais, à un moment donné, vous avez l'impression que chez Debussy, tout est construit sur du silence. Vous savez, quand vous ouvrez des oignons, un oignon, vous enlevez les plures, et au milieu de l'oignon, il y a quoi? Il n'y a rien. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la musique. C'est très bergsonien. Bergson aussi, grand philosophe français. Mais si vous décomposez le temps, vous dites, voilà, vous envoyez une flèche, dit Bergson, c'est quand même sidérant, entre le moment où vous l'envoyez et la cible, elle est photographiée là, elle est immobile. Comment une somme d'immobilité peut faire du mouvement? Eh bien, la musique française, c'est ça aussi. Comment une somme de silence peut fabriquer autant de musique? C'est-à-dire que vous avez l'impression vraiment que de temps en temps, chez Debussy, ça va partir, quoi, qu'on va bientôt être dans le silence. Et après, il y a les modernes, à la John Cage, qui nous font un concert de 4 minutes 33 de silence. Mais je dis simplement que ce que fait la musique française, c'est d'expérimenter jusqu'au bout la puissance du silence dans la musique. Ça fait une ligne claire, ça fait une mélodie particulière. Et si vous ouvrez France Musique, par exemple, et que vous écoutez, vous ne savez pas de qui est la musique, vous ne savez pas que c'est Paul Le Flem, par exemple, vous ne savez pas que... Eh bien, vous saurez que c'est de la musique française. Parce que justement, il y a cette tension, encore une fois, cette tension entre la matière de la musique et le silence sur quoi se trouve construite la composition, qui fait quelque chose de typiquement français. On va prendre quelques minutes de plus que vous puissiez répondre justement sur ce regard. Est-ce qu'il y a un style français? Alors, pour moi, le style français, c'est le classicisme. Rameau, Lully. Oui, mais Racine. Oui. C'est-à-dire, mais même dans l'architecture. Moi, j'adore l'Italie. Mais quand vous voyez une place, une ville italienne, et une place, une ville française, même imitée de l'Italie, quand vous avez la place Vendôme, c'est imité de l'Italie. La rue de Rivoli, tout ça, c'est imité de l'Italie. Mais même quand on imite l'Italie, eh ben, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une élégance, une sobriété, une grâce, un classicisme qu'il n'y a pas en Italie. Et je vous dis encore une fois, j'adore l'Italie, c'est sublime. Mais il n'y a pas cette hauteur. On sent la différence entre un pays qui a eu un État et un pays qui n'en a pas eu. Je pense que c'est ça la différence. Moi, je crois vraiment. Je pense la Renaissance italienne a quand même une finesse. Mais je vous dis, c'est magnifique. En France, une grâce, mais pas une finesse. Je vous donnerai le dernier mot tout à l'heure. Je ne vous dis pas, évidemment. Moi, je vous dis, pour moi, les deux grands pays où je pourrais vivre, c'est l'Italie et la France, parce que c'est les pays les plus beaux. Après, je suis toujours un peu déçu. Donc, c'est pas du tout une critique de l'Italie. Au contraire, je vous dis, j'adore l'Italie. Alors, mais le génie culturel français. Le génie culturel français, pour moi, c'est le classique, c'est-à-dire la langue de Racine. Je vous dis, les places à l'architecture à la française, Versailles, pas du baroque, le classique, le néoclassique, les lignes pures. C'est pour ça que ça m'a... Le baroque, je connais moins bien en musique que vous, donc je m'incline. Mais quand vous parlez de lignes claires, ça me parle parce que je pense que c'est profondément français. Et vous savez, il y a une anecdote comme ça. Louis XIV recevant le plus grand architecte italien en son temps et qui voulait finir le Louvre. Et il lui présente un projet qui était évidemment magnifique, etc. Et Louis XIV finalement refuse. Et pourquoi il refuse? Parce que ce n'est pas français. Et il dit il faut adapter. Et aujourd'hui, nous faisons exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous avons des artistes, des architectes, des musiciens, tout ça, qui veulent au contraire abandonner le génie français pour se jeter dans un style mondial, un style mondial qui ressemble à tout le monde, et on fait partout la même chose. Et je pense que c'est ça le malheur français. C'est que nous avons des élites qui ne veulent plus, à part quelques exceptions brillantes, mais même dans la chanson française par exemple.
Moi, je suis fou de chansons françaises des années 50, 60, etc. Brel, Aznavour, Brassens, Barbara, etc. Pourquoi ? Parce que j'avais écouté une fois Aznavour parler, j'avais jamais compris ça. En fait, la chanson française emprunte des musiques au monde entier. Ils ne sont pas du tout racistes, ni xénophobes, ni rien du tout. Au contraire, ils empruntent des rythmes au monde entier et ils mettent des paroles littéraires et poétiques. Et ça donne une chanson française. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est unique au monde. La chanson française à la Aznavour, à la Brel, à Brassens, c'est-à-dire cette recherche littéraire est absolument unique au monde. Et c'est ça qui fait la spécificité française. C'est pour moi, c'est vraiment... Et aujourd'hui, nous avons au contraire des artistes, des élites. Je me souviens quand j'étais chroniqueur chez Ruquier, ça me sidérait, des artistes qui préfèrent chanter en anglais ou qui se moquent complètement des paroles et qui disent « Moi, j'ai jamais lu Rimbaud, j'ai jamais lu Verlaine ». C'est ça les artistes que nous avons aujourd'hui. Et ça me désespérait. Parce que pour moi, c'est la négation de la France et du génie français. Michel Onfray. Non, moi j'aimais beaucoup de personnes qui sont décédées, c'est Christophe par exemple et Bachung. Magnifique. Ah bah oui, donc il n'y a pas que les nanas qui susurrent. C'est les années 80. J'ai jamais dit que c'était susurre. Mais les paroles étaient superbes dans Bachung et dans Christophe. C'était magnifique. Vous êtes d'accord? C'était magnifique, mais ça veut dire que la chanson française, il y en a d'autres. Non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas que les jeunes filles qui susurrent un peu en anglais ou je ne sais quoi, qui nous sont présentées. Mais Christophe et Bachung, c'est pas vraiment l'an 2000, hein. C'est les années 70-80, hein. Même mort, 60, oui, il est mort. Christophe est là, il y a quelqu'un quelques mois. Mais je sais, mais il a commencé dans les années 60. Il a fait une chanson magnifique avec les paroles de Charles Péguy pour Jeanne, pour un film qui a été extraordinaire. Mais Michel, il a commencé dans les années 60. Non, mais il est décédé il y a 3 mois. D'accord. Mais Aznavour aussi, il est décédé. Vous avez raison tous les deux. J'entends bien. Et Michel Onfray, si on vous donnait le dernier mot, maintenant, justement, après avoir parlé effectivement du génie politique, du génie philosophique, du génie culturel, si vous aviez un dernier mot à dire, justement. Que nous avons mille et une occasions de nous aimer. Je veux dire que quand on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais en même temps on est d'accord sur le fait que la France est géniale sur tout, quoi, y compris dans les moments où elle est la plus, peut-être un peu la plus insupportable.